Bonjour à toi. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière. C'est une vidéo pour faire un récapitulatif des actions que la SBL Chocopa a menées en lien avec d'autres associations, plus de 220. Je t'expliquerai ce qu'on a fait et qui est une importance vraiment capitale puisque nous allons droit vers le contrôle total. Alors on aurait dit ça il y a 2 ans, on parlait de complotisme. Eh bien, tu vas voir que maintenant finalement ce sont les comploteurs eux-mêmes ou les personnes qui sont dans cette zone de complotage sans peut-être même le savoir, qui vont dire des choses tout naturellement en ayant tout à fait oublié que c'était les paroles d'autres personnes avant qui ont été discréditées. C'est très intéressant de voir la nature humaine comme nous avons tendance à oublier les choses. Et donc moi j'aime bien rappeler tout ça. Alors je vais partager mon écran avec toi pour que tu puisses suivre le PowerPoint que j'ai fait pour cela. Et donc, cette vidéo s'appelle le digital par défaut, l'humain par défaut. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, le digital par défaut, c'était le nom d'une préparation, d'une ordonnance qui veut passer à Bruxelles, qui serait, à mon avis, le point de départ, euh, peut-être même pour l'Europe, en tout cas, si c'est pas la première ville, peut-être d'autres, pour aller vers le tout numérique. Alors, cette ordonnance va changer de nom. On espère qu'elle ne viendra pas à jour, mais en tout cas, c'est quand même bien parti. Eh bien, nous, notre réponse dans les autres associations, surtout l'association de lire et écrire avec lesquelles on collabore, ce serait l'inverse, donc l'humain par défaut. Et alors, on va comprendre ensemble qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Alors, pour t'expliquer un petit peu, on a été invité au Digit Hall, le digital pour tous. Donc, j'étais un petit peu étonnée. C'était au Parlement bruxellois. D'ailleurs, je te laisse voir sur la droite les beaux signes franc-maçonniques qui sont dans ce Parlement. Mais non, la franc-maçonnerie n'a absolument rien à voir avec Bruxelles, évidemment. Et puis, Frédéric Dardenne qui est venu parler, son non-lien, évidemment, avec la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie, dans les vidéos des témoins de Jéhovah, dans la playlist, il y a 6 vidéos qui montrent le lien des témoins de Jéhovah avec la franc-maçonnerie, puisque j'ai été moi-même témoin de Jéhovah avant, donc je connais pas mal ce sujet. Et puis, le lien de la franc-maçonnerie, on en parlera à la toute fin avec ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, Digit Hall, rien à voir avec la franc-maçonnerie. Ici, Digit Hall, c'est quand même, rigolotement, c'est quand même l'association du troisième œil. Donc, c'est marrant, puisque les francs-maçons utilisent l'œil aussi. Alors, le troisième œil, pourquoi? Parce que là, eux, ils travaillent avec les personnes qui sont malvoyantes. C'est pour ça qu'ils s'appellent le troisième œil. Et c'était leur deuxième colloque où ils expliquaient, et ça c'est très très intéressant, que beaucoup de personnes non-voyantes et avec d'autres handicaps, d'autres précarités aussi, qui n'ont pas accès au smartphone ou qui ne savent pas utiliser le numérique, ont déjà énormément de difficultés pour avoir leurs droits. Et qui dit non garantie de droit, dit bien sûr pas d'argent et donc pas de logement et pas accès à la nourriture et à toutes ces choses-là, ou bien de manière très précaire. Et donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'elles et donc difficile aussi d'avoir un travail et de se sentir dans sa propre réalisation. Donc, vraiment très, très chouette colloque où il y avait beaucoup de politiciens qui étaient invités, très peu qui étaient là, ou bien de manière très furtive et qui n'ont pas répondu à la question d'une citoyenne. Une excellente question, c'est: mais pourquoi finalement voulez-vous fermer les guichets? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le problème du digital par défaut, c'est que justement, depuis l'heure du Covid, il devient quasiment impossible d'avoir un humain en ligne, ni par téléphone, et en visu, ça devient compliqué. Une personne ne comprenait pas non plus pourquoi certains voudraient aller au guichet prendre un rendez-vous. Ah ouais, non, un rendez-vous, ça ne peut pas se prendre au guichet, ça doit se prendre en ligne. C'est comme si voir 2 fois la même personne était un problème euh, pour les personnes qui sont dans le tout numérique. Donc, dans ce colloque Digit Hall, l'idée, en fait, c'est plutôt d'aider les personnes qui ont besoin ou envie de s'impliquer dans le web et qui ne peuvent pas, d'être accompagnées, aidées aussi avec la technologie. Donc, tant que c'est un besoin et pas une nécessité, c'est différent. Et il faut savoir aussi que là, nous avons eu quelques chiffres intéressants, puisqu'apparemment 60%
selon les politiciens. Des personnes sont à l'aise avec le numérique, enfin aussi beaucoup par imposition, à l'aise, en tout cas se débrouillent plus ou moins, ou ont de l'aide de personnes autour d'elles, mais 40% de personnes sont dans la précarité totale. Et les assistants sociaux, bah, les personnes de notre ASBL aussi, hein, doivent faire des démarches administratives à la place des personnes, ce qui amène des problèmes au niveau de l'éthique. Donc, on veut nous imposer quelque chose dont déjà à notre époque, ça ne fonctionne pas pour la plupart des personnes et d'autres personnes comme nous qui le subissons et qui n'avons pas le choix parce que si nous ne remplissons pas comme ça, nous n'avons pas ce qu'il faut. Donc, nous nous voyons contraints d'utiliser le numérique quelque part par défaut. Alors, avant ça, ce que je voudrais vous montrer, eh bien, c'est... Donc ça, c'était le colloque où nous avons été quelques jours avant. Et alors, je vais pas arrêter le partage pour vous partager autre chose qui est parler de l'intention. Donc, en fait, on a été, vous allez voir dans les slides suivantes, au cabinet de Bernard Clairfailly, que nous avons rencontré quasiment à la fin de l'horaire du match de foot. Et puis qui est parti quelques temps après. En tout cas, ce qui est très chouette, bon, on nous a bien accueillis. On était une vingtaine de représentants. Donc, il faut savoir qu'il y a 220 associations qui ont signé une charte blanche. C'est une charte qui dit que non, nous ne voulons pas de son ordonnance. Et je vais vous montrer quelle est l'ordonnance que le cabinet en tout cas de Bernard Clairfailly a travaillé en pré-proposition. Et du coup, cette ordonnance, apparemment, elle a fuité parce que elle n'était pas, elle ne devait pas encore aller dans les mains des citoyens. Mais voilà, l'univers a fait qu'on a pu la voir, en discuter, la questionner, cette ordonnance, et voir un petit peu les intentions qu'il y avait derrière. Et donc quand le ministre est venu, ça tombait très très bien puisqu'on avait déjà eu l'explication avant des personnes qui étaient là pour le faire. Je ne sais plus le nom de ces personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ministre parle du futur de Bruxelles qui sera numérisé et inclusif. Et donc, quand on parle d'inclusivité au numérique, en fait, leur intention, c'est d'aider les personnes à aller dans le tout numérique et pas de donner une alternative au numérique. Et ce sont là les revendications que nous, en tant qu'association, avons. C'est que les personnes qui ne sont pas numérisées, eh bien, puissent quand même on puisse leur garantir des droits, ce qui ne va pas, en tout cas, dans ce sens. Alors, donc on voit que l'objectif ici, voilà, il parle de la carte blanche qui dénonce les projets de Bruxelles numérique que prépare le gouvernement bruxellois. Donc, c'est quand même comique que ce soit Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'ils parlent même à l'intérieur qu'ils veulent que Bruxelles soit une smart city. Alors, une smart city, c'est une ville qui est hyper connectée. Donc, on va parler d'une ville à la chinoise communiste, en fait. Donc, lorsque vous traversez le passage piéton, hop, on débite sur votre compte quelque chose parce que vous avez fait quelque chose de pas bien. Vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous êtes un mauvais payeur, ou on va peut-être mettre votre photo au-dessus d'un cinéma pour dire que vous êtes un mauvais élève, un mauvais citoyen. Alors, ce dernier, dont je suis l'initiateur, a pour objectif de créer de nouveaux droits pour les Bruxellois. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on parle de droits, oui. C'est intéressant de parler de droits parce qu'en fait, c'est la garantie de ces droits n'existe pas encore. Il y a des personnes qui, depuis le Covid, n'ont pas touché leur prime de chômage, leur allocation de chômage auquel ils avaient le droit, parce qu'ils n'ont tout simplement pas rencontré d'humain et que sans l'humain, il y a certaines parties qui ne fonctionnent pas au niveau du numérique. Donc voilà, on parle du droit d'effectuer toutes ces démarches administratives en ligne, si on le souhaite. Donc ça, c'est ce qu'on dit, et le droit de se faire accompagner pour ces démarches administratives si on en éprouve le besoin. Donc c'est intéressant de parler de ce droit, mais il n'y a pas d'option en fait. Il n'y a pas une option de, en fait, c'est possible de ne pas mettre tout ça en ligne en sachant que c'est même pas sécurisé et qu'en fait, une fois qu'une personne maintenant a votre numéro de registre national, on peut quasiment tout savoir sur vous, votre état de santé. Donc il n'y a plus de droit à la vie privée et que c'est quand même assez affolant. Donc le ministre nous a expliqué que l'objectif qu'on dit, en tout cas les propos qu'il y a pour faire passer la pilule,
C'est de dire en fait que les personnes vont avoir plus de facilité à obtenir leurs droits. Sauf que on a constaté que par exemple au niveau de la bourse d'études, puisque maintenant on n'est plus de papier au sein du cartable, eh bien de nombreux élèves depuis 2 ans ne demandent même pas cette bourse d'études. Donc on parle de droits auxquels on est censé connaître. Et ici, ça va être le citoyen qui va devoir se former, acheter l'équipement nécessaire et puis aller lui-même vérifier en fait à tout hasard s'il n'y aurait pas quelque chose d'important qu'on lui demande sur un endroit, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits officiels, que ce soit pour la santé, pour la déclaration d'impôt, où se trouvent les documents et donc c'est pas toujours évident qu'on le reçoit par mail pour peu qu'on utilise le mail. Donc ça pose question par rapport aux personnes qui sont âgées, aux personnes qui sont pas autonomes, aux personnes qui sont, comme certains le disent aussi, technophobes, hein, pourquoi pas. Et donc on arrive dans, il n'y a plus le choix, c'est ce que je vous expliquerai tout à la fin aussi de ce qu'on nous a dit. Voilà, donc c'est un fait que oui, le numérique envahit nos vies, qu'il transforme nos modes de communication. Euh, mais est-ce que ce fait nous pousse à être dans le tout numérique? Alors, on parle aussi de l'automatisation des droits, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été, qui font que c'est plus simple, encore une fois, quand tout coule de source, mais dès qu'il y a un bug dans le système, d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée au ministre, c'est si jamais il y a un bug dans le système, est-ce qu'on va être catalogué de fraudeur ou de coupable par défaut? Puisque vous allez voir qu'il y a une phrase dans l'ordonnance qui tend quand même à ramener la faute sur le citoyen. Donc, en fait, tout va peser sur le citoyen, sur les associations, sur l'aide qu'on va apporter aux personnes. Donc, déjà maintenant, on se rend compte que c'est vraiment galère et que même pour les personnes geeks, c'est très complexe. Et donc là, on parle de faciliter tout ça. Je pense que la réalité n'est pas entendue ou ne veut pas être vue, hein. Voilà, donc on parle de l'inclusion numérique, donc comment inclure les gens dans le numérique, mais pas comment donner les droits aux citoyens qui ne sont pas dans le numérique. Voilà, donc on parle de simplification de gestes, de choses comme ça, mais il n'y a pas d'autre choix. Voilà, nous ne sommes pas tous égaux à cette transition. Donc il y a toujours cette histoire de transition numérique et on parle de l'écologie sous cette transition numérique, savoir quand même que tout ce qui est numérique est complètement à l'apogée de l'écologie. Donc la transition écologique, en fait, pour eux, ça veut dire transition numérique. Voilà. Alors, il a beaucoup parlé aussi de l'accompagnement des personnes, mais l'accompagnement, ça devient plus de l'accompagnement, en fait, ça devient le fait de tout faire pour les personnes parce que on va devoir signer à leur place et les personnes n'auront plus de compréhension de tout ce qui se passe. Alors, je vais vous partager maintenant, je pense que ça, c'est le plus important, l'ordonnance sur lequel on va, on a écrit une charte blanche. Voilà, donc ça c'est alors comme je vous l'ai dit, ça a fuité, donc ça veut dire que normalement, ce qu'on nous a expliqué, voilà, c'est un avant-projet de décret d'ordonnance. Et ce que j'ai entendu à la réunion, c'est qu'une fois que l'ordonnance est passée, eh bien, il y a des arrêtés qui viennent et qui, là, sont encore plus dans l'obscurantisme des Bruxellois. Donc déjà, dans les dispositions légales, en chapitre 1, on va dire à qui ce décret est concerné. Et vous voyez bien que on parle de la transition numérique des institutions. Et moi, la question que j'avais posée au ministre, c'est, bah tiens, j'ai vu ici que les personnes concernées, en fait, ça s'applique. Donc, on parle ici de services du gouvernement, autorités administratives communales, associations, services publics, tout ça. Et après, on dit aux personnes, quelle que soit leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécialement les besoins d'intérêt général, ayant un caractère autant qu'industriel et commercial, autre, pardon, et sont dotées de la personnalité juridique, ce qui est le cas des associations sans but lucratif. Donc, pour moi, quand je lis ça, nous aussi, on est concernés. Il m'a dit non, 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 vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. On ne doit pas lire le français ou alors entité juridique et personnalité juridique, ce n'est peut-être pas pareil. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça touche quand même énormément de services. Et il faut savoir que beaucoup de personnes qui travaillent dans le social
eh bien, ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et donc, on va se rassembler le 6 décembre. On vous attend. Je vous expliquerai ça à la fin. Alors, ce qu'il faut voir aussi, euh, donc dans le chapitre 2, les procédures administratives intégralement disponibles en ligne des institutions, on voudrait nous faire croire qu'en fait, le décret, c'est d'encadrer, l'ordonnance, pardon, c'est d'encadrer le fait que le numérique va quand même venir, alors que je dirais plutôt qu'on pousse les personnes vers le numérique, surtout bizarrement depuis la pseudo-crise Covid, puisque bah, les personnes là n'avaient plus trop le choix de faire ça comme ça. Et donc, on voudrait nous faire croire qu'en fait, on donne la possibilité aux citoyens de pouvoir tout faire en ligne. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, parce que quand on regarde, euh, on parle du choix, par exemple, au paragraphe 4, et si on dit que le choix de l'usage d'une procédure en ligne par l'usager est considéré dans le cadre de la procédure administrative concernée comme étant définitif. Bon, après, vous allez voir qu'on dit l'inverse, puisqu'on dit que dans l'inclusion, on doit prévoir une stratégie d'accompagnement pour les personnes rencontrant des difficultés. Oui, ça, c'était une autre, un petit peu plus loin, où on dit que la personne peut demander à tout moment. C'est un petit peu plus loin. Voilà. Donc ici, dans le choix de l'usage d'une procédure en ligne comme dans définitif, il faut savoir que par exemple, il y a des moments où il était impossible d'envoyer, par exemple pour les chômeurs, leur carte, ou que bah, bizarrement, il n'y avait pas de preuve que c'était arrivé. Donc c'était plus possible d'être payé et plus rapidement en le faisant en ligne, ou des fois c'est moins cher quand on le fait en ligne. Et donc, quand les guichets étaient fermés, par exemple, bah, il n'y avait plus que cette possibilité. Donc, sous-entendu, parce que vous l'avez fait comme ça, en fait, c'est déjà définitif. Puisqu'il y a des personnes qui sont au chômage qui m'ont dit, ah bah maintenant, je voudrais passer au papier. On m'a dit, ah non, non, vous avez fait le choix de le faire en ligne, c'est déjà définitif. Donc, en fait, en Belgique, on fait déjà toutes les choses et après, on va pondre des lois pour finaliser en fait ces choses. Mais dans les faits, il y a quand même déjà beaucoup de chantage qui fait que de toute manière, si vous voulez encore garder le papier et faire comme avant, en fait, vous allez vivre de l'harcèlement passif parce qu'on va pas vous envoyer les papiers comme il faut. Et donc, par fatigue, par urgence des paiements, par exemple, bah, comme par exemple les banques, hein, si vous ne faites plus les applications bancaires, vous n'avez plus de guichet pour faire vos virements. Donc, quelque part, insidieusement, on amène à ce que les personnes soient quelque part obligées de passer par la ligne. Et donc, comme je l'ai dit, on parle de la simplification administrative, ça c'est l'argument de vente, hein, je dirais, mais il parle beaucoup de la stratégie de l'accompagnement pour les personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Mais comme l'a expliqué l'ASBL Lire et Écrire, donc, qui est vraiment à l'origine de la charte blanche et du rassemblement du 6 décembre, eh bien, ça voudrait dire qu'il faudrait former les personnes et les accompagner, ce qui n'est pas possible, puisqu'il y a des personnes, lorsqu'on les accompagne, qui m'oublient. Moi, j'ai des personnes autour de moi, il faut que je sois derrière elles pour faire tout le processus. Et puis, bah, le lendemain, elles vont me redemander comment il faut faire, que ce soit sur Facebook, Messenger ou d'autres choses comme ça. Donc, il y a des personnes qui, en vieillissant, ne se rappelleront plus de tout le processus qu'il faut faire et en sachant aussi que tout change régulièrement. Donc, il y a cette adaptabilité qui est là et on ne pense pas, bien sûr, aux personnes qui ont une déficience mentale, qui sont aveugles, sourdes ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est pas réaliste et la stratégie d'accompagnement, les budgets sont tellement bas, ce qui est déjà le cas maintenant, qui fait qu'en fait, ce sont la famille, pour ceux qui en ont, et les bénévoles, comme dans les associations, qui doivent faire des choses qui ne sont pas payées pour et pas de leur professionnalisme. Et donc, on peut faire une erreur et ce sera la personne qui sera responsable de ça de toute manière. Alors, voilà, ici on voit les institutions doivent communiquer avec l'usager par le biais de communication en ligne. Donc on voit bien que c'est quand même, il y a quand même une intention ici d'obligation. Et vous savez bien que dans la communication, il y a un receveur et un récepteur. Donc si le receveur il fait que de cette manière-là, celui qui reçoit, eh ben, il n'a qu'une manière de recevoir. Donc là quand même, voilà. Et alors, ce qui est très intéressant ici, à défaut de la disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire, l'efficacité juridique d'une communication en ligne ne peut être contestée au seul motif qu'elle a été réalisée en ligne. Alors ça, c'est quand même, il faudrait quand même avoir une traduction de ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on est coupable par défaut, que parce qu'on l'aurait fait en ligne, on ne peut pas contester?
c'est pas clair et ça amène à pas mal d'interprétations, de dérives et puis de non-responsabilité de la part des personnes qui traitent le dossier. Il faut savoir que maintenant, les personnes qui traitent le dossier n'ont plus, souvent, il n'y a plus de nom, de numéro de téléphone, ni d'adresse mail. Vous avez une adresse mail générale. Des fois, vous parlez avec des robots aussi, c'est très intéressant. Des Kate, une qui s'appelle Kate dans un de mes programmes. On parle avec des robots, enfin, c'est du délire. Donc voilà, donc la non-responsabilité aussi des personnes qui gèrent votre dossier. Donc, qui va être responsable s'il y a un bug dans le système ou une erreur dans un dossier? Est-ce que ce sera vous ou on va vous traiter de fraudeur? Moi, ça m'a l'air d'arriver quand même. Enfin, on a vraiment de quoi se poser la question. Alors après, c'est là où je vous ai dit que par rapport à avant, où on nous dit que c'est définitif, on dit que les institutions informent l'usager de la possibilité de retirer son consentement à recourir aux communications en ligne à tout moment de la communication. Des réceptions du retrait du consentement de l'usager, les communications se poursuivent via d'autres moyens de communication. On ne sait pas comment. Ça, c'est déjà une grosse question. Et puis, ça contredit ce qui a été dit avant. Et puis, qui va faire le gendarme pour voir que les personnes le font bien? Et puis, si le courrier ne vient pas par la poste, comment ça va se passer? Et si ça prend 3 mois? Voilà. Donc, c'est tout ce genre de pouvoir qu'on donne finalement aux institutions malsain qui va de toute manière favoriser le numérique d'une manière ou d'une autre parce que là, on l'a tout de suite. Et c'est ce qu'on vous dit en général, là, vous l'avez tout de suite. Alors oui, ce qui est aussi important, c'est qu'en fait, on dit que le présent décret et ordonnance conjoint entrent en vigueur 10 jours après sa publication militaire belge. Donc c'est quand même intéressant qu'on l'ait eu avant parce que c'est quand même dans les quelques semaines, quelques mois qu'ils veulent le faire passer pour le voter. Donc voilà, une fois que c'est passé, il y a 10 jours pour remettre tout ça en place. Bon, même après, il parle de 60 mois pour arriver à... Voilà, mais c'est quand même très rapide, hein, il me semble. Voilà, il parle que tout doit être intégralement disponible en ligne dans les 6 mois après l'entrée en vigueur du présent décret ordonnance conjoint. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce soit nous ou l'autre ou les autres associations, on n'est pas contre le numérique, on n'est pas technophobe. On s'en sert, hein, d'ailleurs, sinon j'aurais pas une chaîne YouTube et Facebook, tout ça. Mais c'est cette problématique de pas avoir des droits garantis parce qu'on ne gère pas ou qu'on ne veut pas être dans le numérique, et puis toutes les dérives aussi qui est liées à l'intelligence artificielle. Alors, je vais poursuivre mon PowerPoint. Voilà, donc on a été reçu dans le bureau du ministre du cabinet. Et donc là, quelqu'un qui a fait une photo des slides et qui nous parlait des droits. Donc, droit d'avoir un service numérique pour ceux qui le souhaitent. Moi, je ne le souhaite pas. Donc, quoi? Le droit d'avoir un service d'accompagnement au numérique pour ceux qui en ont besoin et le droit à une alternative au numérique pour ceux qui en ont envie. Voilà, c'est quoi l'alternative? Est-ce qu'on peut revenir au non numérique en sachant que notre carte d'identité est numérique et puis qu'il y a le truc de l'Europe qui vient après? Donc, quelque part, est-ce que c'est ça? Et alors, c'est intéressant aussi que beaucoup de personnes disent, mais c'est pas parce qu'on a des droits qu'on les a et que donc, il n'y a pas la garantie qu'il y a derrière. Dans les 4 principes et dans les démarches administratives, on parlait d'inclusif dès la conception, simple dès la conception, bon, on est très très loin, et collecte unique des données accessibles en ligne. Voilà, de nouveau, on ne parle pas de l'humain, en fait, c'est vraiment les robots qui prennent toute la place, l'informatique. Ici, c'est intéressant par rapport à la deadline, on arrive quand même janvier 2024 pour l'accompagnement, rédaction de l'ordonnance janvier-décembre 2022. 2024-2029, voilà, on voit pas très très bien ici, mais en tout cas, c'est quand même pas dans 10 ans. Donc, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la question parce que ça nous concerne tous. Voilà, donc là, c'est la même chose. Voilà, on parle aussi dans la procédure, c'est le droit pour les usagers d'avoir une alternative à la démarche administrative disponible en ligne, mais de nouveau, c'était ce dont on avait parlé, on ne parle pas de quelle alternative. Et donc, est-ce que l'alternative, c'est, on va vous aider finalement à faire vos démarches en ligne. Et donc, en fait, c'est toujours de ramener les personnes
au tout numérique qui est inquiétant, vraiment, vraiment inquiétant. Alors, par rapport à ça, voilà, la dernière slide ici de la réunion, quelle est notre ambition pour Bruxelles? Bah voilà, l'intention, elle est là. Il faut que notre région prenne le train du numérique, le train de la modernité, le train de l'amélioration du service public et à travers le numérique. On ne parle pas de l'humain, mais en le construisant de la manière la plus inclusive possible. Moi, j'adore le mais pas le et. Ouais, en fait, le mais ça annule l'un en la construisant de la manière la plus inclusive possible. Alors, comment on peut se targuer de vouloir être dans la technologie et les avancements de la modernité quand il y a des personnes qui n'ont toujours pas le droit à leur revenu de base, à avoir chaud, à avoir à manger. Enfin, et c'est pas 1% de la population, c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà, mettre vraiment toute la technologie et quelle est l'intention en fait derrière? Quelle est l'intention? Ça, c'est très, très intéressant. Alors, justement, depuis le 1er décembre, il faut savoir que les infirmières maintenant qui s'occupent des plaies, elles doivent faire des photos des plaies des personnes, elles doivent le mettre sur Internet, en faire plusieurs. Vraiment, les infirmières vont devenir des photographes maintenant. Bah voilà, vous avez une personne qui vient d'accoucher, vous avez votre nom, prénom, peut-être votre matricule, je sais pas, vos photos, enfin, ça devient du délire en fait, cette vision du futur de tout vérifier, contrôler au nom de la sécurité et au nom des droits qui sont déjà pas donnés. Enfin, c'est dingue. J'espère vraiment que les personnes, elles vont se rendre compte de tout ça. Alors, une petite anecdote, ces 2 jours derniers, pour moi, elles ont été très intenses. Je fais un virement pour mon loyer sur un nouveau compte en banque. 5 minutes après, j'ai une personne qui m'appelle en me disant bonjour, service de la fraude. Il y a une grosse somme qui est partie. Bah ouais, les loyers, ça coûte cher chez nous, qui sont partis de votre compte en banque. On voudrait savoir si c'est bien vous qui avez fait la transaction. Et donc, moi, je lui pose la question, bah ouais, service de la fraude, mais qui me dit que vous n'êtes pas justement, vous, une fraudeuse, parce que c'est quand même particulier, j'ai jamais eu genre d'appel, je n'ai pas le moyen de vérifier qui vous êtes. Donc, la personne me dit, ah bah si vous voulez, par sécurité, vous pouvez téléphoner à telle banque et vous demandez la personne. Voilà. Mais c'est dingue. Je lui dis, comment c'est possible que quelqu'un me vole mon argent puisque tout est tellement super sécurisé que je dois avoir mon smartphone, que je dois avoir ma carte, mes codes. Comment est-ce possible qu'on puisse me voler de l'argent? En tout cas, je dis, bon, moi, j'ai rien contre le fait qu'on soit bienveillante envers les personnes. Je lui dis, mais je pense que si je voyais, puisque maintenant on peut tout contrôler aussi nous-mêmes, si je voyais qu'il y a de l'argent qui était parti, bah, je vous appellerai. Et bah, justement, je vous pose la question, qu'est-ce que je devrais faire si je m'apercevrais de ça? Alors, elle me dit que je pouvais porter plainte et qu'on me rembourserait. Enfin, je trouve ça bizarre parce qu'il y a des personnes, on les a volées et bah, elles n'ont pas été remboursées. Enfin, donc voilà, je trouve ça bizarre. Donc, moi, je me suis dit, bah ouais, finalement, en fait, on sait tout ce qu'on fait, à l'heure où on fait, combien on paye, à qui. C'était la banque. Donc, c'est très, 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 très révélateur, n'est-ce pas? Alors, justement, pour cette anecdote-là, j'aime bien reprendre le logo de la franc-maçonnerie parce que je me suis dit justement, ah, c'est marrant, il y a l'œil qui voit tout. Et avec le numérique, bah, les caméras nous suivre un peu partout. On est dans une vision du monde, vraiment une vision où tout sera vu pour les petits citoyens lambda, bien entendu. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, où vous allez. On arrive vers ouais, le fait de voir, 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 voir. Tout ça, c'est du voyeurisme, hein, pas plus, c'est pas plus que ça. Alors, euh, une autre anecdote à la fin de la discussion qui a quand même duré 2 heures, qui a un peu beaucoup tourné en rond dans le cabinet du ministre, une personne qui a dit oui, moi je m'inquiète pour mon avenir, mais de toute façon on n'a pas le choix. Je pense que mes enfants auront une puce dans leur bras qui leur permettra
passer les portes du métro et payer leur compte. Et là, tu sais, j'ai réagi, je dis, mais non, non, en fait, on a toujours le choix. C'est faux de croire qu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'on veut nous faire croire. On a toujours le choix. Et c'est vraiment quelque chose que je crois maintenant. Puis alors, j'ai rigolé, j'ai dit, mais ça, c'est des propos complotistes de dire qu'on va avoir une puce sur... Ah non, non, mais maintenant, c'est la réalité, donc c'est plus complotiste. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une autre ère voilà, qu'il y a 2 ans, c'était un autre monde, une autre vie antérieure, je ne sais pas. Donc, les politiciens, maintenant, ils vous disent ça normal, hein, qu'on va avoir une puce et tout ce que les gens ont exprimé avant, qui devient réalité. Pour eux, ça ne les frappe pas qu'il y ait eu été discrédité par rapport à ça. Et donc, cette personne, elle a parlé du portefeuille européen, l'identité numérique européenne. Et que parce que ça arrive, on n'a pas le choix. Bah ouais, Bruxelles étant la capitale de l'Europe, il faut bien qu'elle montre l'exemple. Donc, si vous allez sur la page de Bernard Claire, Claire Failly, vous allez voir qu'il parle de Bruxelles comme étant une smart city. Et 2 personnes m'ont parlé qu'au Luxembourg, c'était déjà en train de se mettre en place. Alors, j'ai pas envie de vous faire peur, c'est pas l'objectif, même si ça peut faire peur. De toute façon, si on veut sortir de l'emprise, il faut travailler sur ses peurs les plus profondes, hein, de toute manière. Et puis, le fait qu'il y ait du voyeurisme, même si c'est malsain, ça peut nous pousser aussi justement soi-même à se dire, ben, soyons dans l'authenticité, parce que si on est dans l'authenticité, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'intimité, au contraire, mais l'authenticité, ne pas cacher les choses, c'est aussi la réponse opposée finalement de ce voyeurisme malsain. Bien sûr, voilà, de travailler sur ses ombres à soi, je dirais, pour sortir de ça. Donc, concrètement, eh bien, on a un rassemblement le 6 décembre 2022. Même si cette vidéo, tu la vois après, c'est pas grave parce que je vais te mettre tous les liens dans la description et ainsi tu vas pouvoir suivre en fait ce qu'on est en train de faire. Il y a d'autres choses où des personnes sont en train de co-créer des nouvelles lois pour un nouveau paradigme. Alors, est-ce que on va arriver à s'opposer à ce grand monstre bancaire? Je ne sais pas. En tout cas, par expérience, il faut savoir que dans l'emprise, au plus, voilà, donc je vais arrêter le partage. Dans l'emprise, au plus on attend pour dire non, et au plus dire non va demander beaucoup d'énergie. Donc, c'est intéressant de pouvoir poser ses limites le plus rapidement possible. C'est aussi un exercice aussi à faire. Donc, on peut tous travailler sur le non dans certaines choses et on n'est pas obligé de s'attaquer au pire. On peut vraiment commencer petit à petit. C'est un genre de résistance qui nous donne aussi du pouvoir, de la puissance à l'intérieur de nous à chaque fois qu'on gagne quelque chose et qu'on a certaines victoires. Donc, autant aussi le faire dans des choses qui sont accessibles. Et si on ne commence pas maintenant à se poser des questions, c'est toujours possible de sortir de l'emprise. Il n'y a pas de... Même, je dirais, la veille de sa mort, on peut sortir de l'emprise. C'est vraiment une question à l'intérieur de soi de le décider. Mais je pense qu'au plus de citoyens vont se réveiller, au plus on va mettre des choses en place et au plus ce sera beaucoup plus fluide pour trouver des portes de sortie. Alors c'est très comique parce que dans le bureau du ministre, j'expliquais ce que je faisais, donc d'aider les gens à sortir de l'emprise des sectes. J'aime bien dire ça quand tu es avec des politiciens parce que je sais que la plupart sont francs-maçons aussi, donc voilà, même s'ils estiment que c'est pas une secte, comme toutes les sectes d'ailleurs. Et à la fin, j'ai dit, mais en fait, si on va dans le tout numérique, on va dans une option, enfin, c'est plus une option, c'est une obligation, une imposition. Mais s'il n'y a pas de porte de sortie, bah, c'est une secte, parce que la différence entre une secte et une non-secte, c'est que dans une secte, il n'y a pas de porte de sortie. Alors, on vous fait croire qu'il n'y en a pas, hein, parce qu'il faut la créer. Voilà, il n'y en a pas. Eux n'ont pas fait de porte de sortie, c'est la base de l'enfermement. Mais nous, on peut créer des portes de sortie. Et par rapport, alors je te le mettrai aussi dans la description, au décodage de Matrix 4 que j'ai fait. Je pense beaucoup à Matrix ces derniers temps parce qu'on travaille beaucoup dans le numérique. Et je me suis dit, ben, finalement, peut-être qu'on devrait créer une porte de sortie virtuelle. Donc, même si on n'aurait pas le choix pour l'instant, puisque nos cartes elles sont électroniques,
Ben, on pourrait peut-être se dire qu'on ne veut pas sur ces sites, mais on peut trouver un autre compromis sur des sites qui sont peut-être plus sécurisés, parce que là, les sites des gouvernements, c'est quand même toujours en lien avec la GAFAM et ces choses-là, donc qui sont revendus après. Donc voilà, je pense que, en tout cas, de se rassembler et de réfléchir à des portes de sortie, et si on en imagine ben, de diffuser ces solutions autour de soi, c'est très très bien. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent, des personnes qui ont pris le vaccin, qui sont, moi je leur fais passer le message, bah, dévaccinez-vous, donc voilà, nettoyez toutes les particules qu'il y a à l'intérieur de vous, le corps est bien fait, donc avec un bon naturopathe, vous pouvez le faire et vous n'aurez pas les conséquences quand un 5G va arriver. Voilà, donc je n'ai pas l'habitude de faire plus, parce que je l'ai fait pendant quelques temps, mais j'ai plus l'habitude de faire des vidéos de cette envergure-là. Il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de 2023, voilà, on voulait commencer en 2023 pour travailler sur l'emprise de l'intelligence artificielle. Bah, ça s'est fait plus tôt. Je ferai certainement des petits shorts, donc des petites vidéos d'une minute sur toutes des techniques pour sortir de l'emprise. Mais il faut savoir que là, on doit tous sortir en même temps. Moi, je suis pas sortie de l'emprise du système, forcément, donc c'est un travail qu'on va faire ensemble. Pour pouvoir sortir de l'emprise, il faut savoir que la période de l'éveil, de la conscientisation, elle est super inconfortable. Parce qu'en fait, vous commencez à voir les choses et vous n'avez aucune porte de sortie, vous n'avez aucune solution. Mais il faut savoir que ces solutions, elles existent. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles ne sont pas là. C'est juste que vous les conscientisez pas, que vous les voyez pas encore et que vous êtes dans un processus de sortie de l'emprise. Et si elles n'existent pas matériellement, elles existent de manière spirituelle et il faut les matérialiser, ces portes de sortie. Pour moi, elles sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est un processus et donc on va vivre pendant plusieurs années ensemble ce voyage de comment on peut sortir de l'emprise de ce système. Et peut-être que les personnes qui vont perdre leurs droits parce qu'ils vont dire non au vaccin, ils vont dire non à tous ces processus numériques, bah, peut-être que l'univers va leur offrir des voies de sortie qu'ils n'auraient pas imaginées et que ce sera pour nous des, comment on appelle ça, des éclaireurs. Voilà. Donc voilà. Donc, et je pense qu'il n'y a pas qu'une possibilité de sortir, il y en a plusieurs. Donc là-dessus, eh bien, je t'invite vraiment, si tu vois cette vidéo avant le 6 décembre, de venir nous rejoindre à Place Albertine, à Bruxelles, si tu peux pas, parce que t'es pas de là, que t'as pas le temps de te connecter en pensée. C'est pas une manifestation, comme tu as vu, c'est un rassemblement. Donc, c'est quelque chose de pacifique. La police est au courant, voilà, les ministres, tout ça, tout le monde est au courant. On est dans la parole, on n'est pas dans le mouvement de violence. Mais justement, dans notre puissance et en disant non et en montrant les choses, non seulement on va se solidarifier, mais en plus, solidariser, mais en plus, on apprend à dire non. Et même si ça se fait quand même, on aura, comme ceux qui n'ont pas été vaccinés, à un moment donné, on se dit, waouh, on a tenu, on a bien fait, la pression, elle se relâche. Donc, à un moment donné, il y aura des bulles d'oxygène, des relâchements de pression, et il y a peut-être des choses qu'on devra quand même y passer quelque part, mais au moins, on aura fait ce qu'il fallait à ce moment-là, et c'est ça qui est le plus important. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, de partager cette vidéo, et puis bah, voilà, de voir aussi de te connecter à toutes les ressources de la vie. C'est pour ça que j'ai mis ce fond d'écran derrière, parce que finalement, c'est en même temps connecté à l'humain et au vivant qu'on pourra dire non au tout numérique. Ciao, ciao!